Denis, bienvenue au Café littéraire de l'Impondérable. Marhaba bik. Merci pour cette invitation. Je l'attendais avec impatience, d'autant que je connais la réputation de l'Impondérable. C'est gentil. Et je suis content d'être parmi vous. Alors, on ne peut pas parler de tous tes livres parce qu'il y en a beaucoup. Alors, d'un commun accord, on a dit, on va parler plutôt de Massinissa, parce que tu lui as consacré quand même des textes. J'imagine qu'il y a plein de choses qu'on apprend dans ses récits, ses romans. Alors, question traditionnelle, dirais-je, Massinissa, ce roi Massinissa, c'est qui? C'est mon grand-père. Ah oui, on peut dire comme ça, bien sûr. Ah oui, tu viens de Constantine, donc c'est certain, il a régné là-bas, absolument. Enfin, il paraît, après, moi, d'abord, pour commencer, la motivation de l'écriture, elle est venue comment? J'étais un jeune enseignant à l'université de Constantine sur un module de civilisation. Et comme je suis passionné, étant moi-même berbère de la tribu des Wichawa, des Feya, qui sont au nord de Constantine, et on m'a toujours dit que voilà, que Massinissa était notre arrière aïeul, on va dire comme ça. Et j'étais passionné par deux trucs. Premièrement, une question, pourquoi ma famille occultait le fait que nous sommes des berbères? Je suis né en France, à 6 ans j'arrive en Algérie en 1962, à l'indépendance. Je ne parlais pas arabe, et donc j'ai commencé à apprendre l'arabe coranique, mais d'oreille, par cœur, le Manfal. Et on allait passer nos étés dans la montagne, du côté du Cap Bougaroun, où il y a des coins qui s'appellent Tizarben, Aigle, Azogan, Taboulot. Et pour moi, ce n'était pas une résonance arabe, parce que la résonance arabe, elle est triptyque. Akala, Sharaba, Waqafa. Il y a 3 syllabes uniquement. Dès qu'il y a une 4e ou une 5e syllabe, je me posais des questions. L'enfant curieux que j'étais. Donc je demande à mes tantes, elles étaient 7 dans ma famille, et elles me rappelaient à chaque fois en me disant je dis non, ça ne coule pas. Et je me suis dit, voilà une énigme, j'avais 6-7 ans, voilà une énigme qu'un jour, il faudra bien que je m'y intéresse et que je trouve une solution. Entre autres, plus tard donc, j'enseigne à l'université de Constantine, et j'ai souhaité, à l'époque, le recteur c'était Brahim, et j'ai voulu initier un module d'un semestre sur la civilisation berbère. On m'a refusé. Alors, ce qui vient, c'est que je suis un ancien paxiste, donc nous, on était des révolutionnaires de pacotille, clandestins. On ne savait pas ce qui se passait à Tizi Ouzou, on savait qu'il y avait du grabuge, et on avait reçu des instructions pour ne pas aider à affaiblir l'Algérie de l'intérieur. Et donc, je voyais ce qui se passait, je voyais d'un mauvais œil. Quand on m'a refusé, je voulais revenir en France pour faire mon doctorat, avec une bourse algérienne, normalement. Il me devait bien ça. Quand elle m'a été refusée, comme j'ai une double nationalité depuis ma naissance, ma mère est française, je me suis dit, c'est pas grave. Un jour, je viendrai à Paris et je soutiendrai par mes propres moyens. C'est ce que j'ai fait. Donc, je me suis rendu compte que après donc, ces études-là, c'est resté pendant 40 ans. J'ai fait autre chose. J'ai fait du commerce international, de la communication. J'ai fait Sciences Po à Paris. J'ai fait des études de stratégie digitale. Tout ça, c'est pour remplir le caddie et pour payer mon loyer. En mettant de côté Massinissa, mais de côté d'une manière assez spécifique, tout en continuant à travailler dessus, mais d'une manière académique. Donc j'ai énormément de documents, j'avais énormément de documents, jusqu'au jour où Non, vas-y comme ça, après je vais te relancer sur des questions précises. Alors, il y a 2 événements qui m'ont poussé à écrire. J'ai attendu l'âge de 60 ans, qui est l'âge de la raison, en principe, pour commencer à m'exprimer là-dessus. Sachant que j'avais ce potentiel.
il était déjà analysé, étudié. Il fallait que je le mette à la disposition d'un public, mais je ne savais pas comment. Donc j'avais, comme j'enseigne toujours, j'avais des étudiants à l'époque de Charlie Hebdo qui commençaient à discuter au fond de la classe. Donc je vais les voir, je me dis mais qu'est-ce qui se passe? Donc c'était des jeunes barbus. Et ils me disent monsieur, vous savez pas ce qui se passe? On vient d'assassiner on vient de venger le prophète. Et moi j'étais surpris. Et je leur réponds, je dis mais vous ne connaissez pas votre histoire. Parce que le prophète n'a pas besoin d'être vengé. Il aurait pu le faire à son époque. Et en plus, le problème, c'est que est-ce que vous saviez que pendant 6 siècles, vous avez été chrétien? Il est tombé des nues. Et là, j'ai eu un déclic, je me suis dit non, je vais quand même écrire quelque chose là-dessus. Le dernier déclic, il est venu par une personne qui était très proche du FLN, qui avait écrit un livre qui s'appelle Kahina, donc la reine des Juives, titré, qui est paru en Algérie mais sous un autre titre. Et je me suis et donc quand j'ai fait mes premières recherches, parce que je suis aussi journaliste depuis 40 ans, même un peu plus. Je suis journaliste chroniqueur dans l'Algérie, l'Écho d'Algérie. Donc je fais des chroniques géopolitiques et je m'intéresse à toute la société actuelle. Je ne suis pas uniquement versé dans l'Antiquité. Et donc voilà une dame inspirée par Georges Benamou, dont on connaît les influences, et inspirée par Benjamin Stora, dont on connaît aussi les influences, même si on lui déroule le tapis rouge quand il vient sur Alger, et qui est en train de puiser dans notre patrimoine, et vraiment puiser et s'approprier des repères, non seulement anthropologiques, historiques et idéologiques, mais les personnages eux-mêmes. Je me suis dit, non, là je vais écrire. Et j'ai commencé à chercher la meilleure manière d'écrire. J'ai trouvé la chronique romancée. Alors la chronique romancée, je précise, ce n'est pas le roman comme tu viens de le dire. La chronique romancée, elle a l'avantage de s'inspirer de faits réels, de personnages réels, d'événements réels, mais comme il y a des trous dans toutes les formes d'histoire qui existent, je les comble par de la fiction. Il y a quand même de la fiction dans la chronique romancée. Absolument. Et je la revendique. Mais c'est bien que tu précises. C'est pas de la fiction ordinaire, c'est une fiction qui est alimentée par de l'intuition ou une vérité intuitive. C'est-à-dire, on prend Massénissa par exemple, il est évident qu'il a eu un papa et une maman. Donc j'invente rien si je dis, voilà, sa mère s'appelle Titrite et son père c'est Gaïa. Ce sont des faits. Après, je brode autour des personnages pour créer et grâce à la fiction. Très bien. Alors, dans tes quêtes historiques, alors donc, quelles sont les références qui t'ont le plus influencé? Je suis passé par les classiques, donc Tite-Live, je ne pouvais pas échapper. Mais ma bibliographie, elle fait partie de... Donc si vous allez sur Internet, il y a un site qui s'appelle messil.free.fr, donc c'est mon doctorat que j'ai mis là-bas. Alors ça, c'est le côté académique. Pendant longtemps, ça a été un site alimenté par des jeunes chercheurs. Mais c'était pas mal. Je voulais démocratiser plus. Je voulais que beaucoup de gens, et y compris les jeunes, comme je suis toujours enseignant, des jeunes de 20, 30, 40 ans, puissent accéder à ces informations que je détiens et que je détiens pas de droit, que je détiens par passion. Il fallait à un moment donné que je transmette. Voilà, je suis dans la transmission du savoir, ou d'un savoir. Maintenant, ce n'est pas une vérité, parce qu'en histoire, la vérité n'existe pas, ou alors elle est subjective. C'est des informations que je donne, qui sont plausibles. Je répète, donc c'est une vérité intuitive, qui se rapproche d'une réalité que j'essaye évidemment d'enjoliver autour du personnage de Massinissa, parce qu'à un moment donné, quand on l'écrit, on s'approprie les vertus du personnage.
Et puis il a régné 53 ans, donc il a régné autant que Ramsès II. Qu'est-ce que nous avons comme référence sur Massinissa? Nous avons une quinzaine de bouquins à tout casser. Ramsès II, il y en a 32 000. Donc il y a de quoi encore écrire sur notre roi, et qui a laissé des traces tangibles, et qui existent jusqu'à aujourd'hui. Alors, Massinissa, qu'est-ce qu'il nous laisse? La sédentarisation, l'agriculture, la réunification de la Numidie, ou bien d'autres choses encore? Alors, il nous laisse ces trois choses à la fois, mais on peut s'arrêter un moment sur le personnage. Vas-y, Denis. Alors, Massinissa, c'est un puné, donc il n'est pas né pour être Aghlid, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de roi chez nous. En tout cas, chez les Massines. Les Massines, c'est la tribu de l'Est algérien, enfin de l'Algérie actuelle, mais qui va au-delà de Tripoli. Une partie de la Libye du Nord faisait partie des Massines. Jusqu'à l'Absaga, c'est le Rumel actuel. Du Rumel jusqu'à la Moulouya, c'est les Massaïlis, qui étaient dirigés par un roi, par contre, qui lui était Sifax. À l'Est, il n'y avait pas de roi. C'était des Aghlid, donc des personnages qui étaient désignés par une confédération de tribus pour régner. Alors certains régnaient à vie tant qu'ils faisaient leur boulot, je dirais. Mais on pouvait les révoquer. Alors qu'un roi, quand c'est venu après le rôle de Massinissa, quand il a été un roi sous l'égide des Romains, c'était devenu une hiérarchie héréditaire. Donc c'est quelqu'un qui commence d'abord sans aucune ambition de gouverner, qui est un valeureux guerrier, qui est très intelligent, qui va faire des études brillantes à la fois à Constantine, enfin à Carthage à l'époque, et à Carthage, et qui, entre guillemets, pour l'amour de sa belle princesse, de sa belle Sophonisbelle, qui va faire la guerre en Espagne. Après, moi j'ai la chronologie ici. Donc il va faire la guerre en Espagne contre les Romains, et qui va se rendre compte que les Carthaginois utilisent son père, qui est encore Aghlid à Constantine, utilise son père et ne se soucie pas beaucoup de l'indépendance ou de la liberté des Massines. Donc il va changer d'avis, il va se mettre du côté de Scipion, secrètement, pour lui permettre de porter la guerre en Afrique et affaiblir les Carthaginois de façon à ce qu'ils ramènent leurs troupes, parce qu'ils étaient très présents en Andalousie, à l'époque c'était la Libérie, et pour revenir en Afrique. Et c'est ce qu'il va faire. Après, résumé en 3 mots, effectivement, il va à la fois créer un nouvel État, un nouveau royaume. Il va créer des conditions de réussite d'un État par l'intégration de l'agriculture, de la sédentarisation. Alors à l'époque, c'était des domaines autogérés, mais des domaines autogérés royaux, qui faisaient partie du domaine du roi. Il va apporter un renforcement de la civilisation, il va apporter une flotte commerçante qui va participer à affaiblir l'influence de Carthage sur le bassin méditerranéen et pour finir par la supplanter. Voilà à peu près le personnage. Mais bon, Très bien. Alors, est-ce qu'on peut dire que Massinissa a toujours été du côté des Romains? Pas du tout. Pas du tout. Alors, comment ont été ses relations avec les Romains? Au début, les Romains, c'était les ennemis. Au début, son père avait fait une alliance avec les Carthaginois contre Sifax, qui lui avait fait une alliance avec les Romains. Parce que certains disent qu'il a trahi. Finalement, en termes clairs, on peut dire que celui, si on peut parler de trahison, le premier qui a trahi la Numidie, c'est plutôt Sifax. Mais bon, pour des raisons que moi, je ne prends pas position ni pour l'un ni pour l'autre. Je donne juste des faits. Donc Massinissa, il est à la fois
numide, mais il n'y a pas de patriotisme à cette époque-là. On bataillait pour sa tribu, on bataillait pour son clan, on bataillait pour l'arche, voilà, on bataillait pas pour une notion qui n'existait pas, que lui va concrétiser en réunifiant la Numidie orientale et occidentale. Donc c'est lui qui va mettre en place un système et grâce aux Romains, cette fois-ci, qui vont l'aider dans son projet. Et finalement, les Romains, alors il ne faut pas prendre les Romains comme quelque chose d'homogène. À Rome, il y avait deux tendances aussi. Il y avait une tendance de certains Romains qui étaient donc du parti aristocratique, et puis il y avait des Romains qui faisaient partie du peuple, qui avaient aussi une puissance et une présence à Rome, qui, par l'intermédiaire du Sénat, qui exigeait que la Numidie, qui a été libérée, entre guillemets, par les Romains, devienne une propriété des Romains. Et là, le combat de Massinissa, il a navigué entre deux eaux, à la fois pour ne pas froisser ceux qui l'ont aidé à libérer son pays, et revendiquer toujours l'unification de la Numidie, en prenant pour objectif Carthage, et c'est pour ça qu'elle a été détruite après, par les Romains. Son objectif, c'était de créer un royaume très puissant, avec Carthage, qui était l'équivalent de Paris ou d'aujourd'hui, qui est une belle capitale, de façon à créer un État puissant, économiquement, politiquement, et géographiquement. Est-ce que ce serait lui qui aurait dit l'Afrique aux Africains? D'après moi, non. D'après moi, c'est Syphax. D'accord. On devrait lui rendre hommage, d'ailleurs. Syphax voulait... Alors, pour Syphax, le royaume des Massilides, c'était un petit royaume qui le gênait pour aller attaquer Carthage. Lui, ce qu'il voulait, c'est occuper Carthage, instruit par les Romains, qui voulaient justement... qui voulait affaiblir Carthage. Mais il est tombé sur un os, parce que les Massilides d'Ergès, ils étaient là, ils étaient présents, ils ont défendu ce qu'ils pouvaient avec leur petit nombre, et ils ont réussi. Alors, ils avaient l'avantage d'avoir deux capitales, Constantine actuelle, Carthage, et une deuxième capitale qui était Annaba, qui est bonne, qui s'appelait à l'époque Hipporégius, vers laquelle ils se sont repliés quand Syphax a conquis Constantine. Et de Annaba, enfin de Bonn, ils vont récupérer le pouvoir, reconquérir, toujours avec une alliance très forte avec les Carthaginois. Alors, les relations de Massinissa avec les Grecs. Donc ça, c'est après. Donc, alors, les Grecs ont été les premiers visiteurs de notre pays. Les Grecs sont venus avant les Phéniciens. Sauf que le problème des Grecs, alors ils ont installé une première colonie mitigée avec des Berbères, une colonie à Cyrène, Kyrène ou Cyrène. Des Grecs qui sont dissidents, qui sont partis s'installer donc à Benghazi aujourd'hui, hein, c'est Cyrène de l'époque. Et puis les Grecs, c'était des marchands. Sauf qu'ils ne se sont jamais intéressés au local, au substrat local. Eux, ce qu'ils voulaient, c'est voilà. Et puis, c'était un peu des condescendants, contrairement aux Carthaginois. Je l'explique dans un de mes livres. Les Grecs passaient comme des seigneurs et traitaient les indigènes, donc nous, nos ancêtres, les traitaient comme tels, exploitant uniquement leurs ressources et passant d'un pays à un autre. Quand les Phéniciens sont venus, l'attitude était différente. Les Phéniciens ont pénétré à l'intérieur du pays. Les Phéniciens avaient une similitude linguistique avec les Berbères. Et donc, ça les a aidés à mieux comprendre le local et vice-versa. Les Phéniciens se sont installés donc, en faisant des échelles, hein, toutes les ports que l'on connaît tout le long de la Méditerranée, en créant donc des comptoirs, en permettant à des Berbères de venir s'installer à côté d'eux,
de créer aussi des espèces de petites unités artisanales pour des échanges. Et puis, la religion a suivi. Alors la religion, c'est une autre forme d'infiltration très insidieuse. Les Berbères étaient même à l'époque très tardive, même à l'époque, sauf avec les Arabes, c'est autre chose. Les Berbères sont très ouverts à toutes les, je dirais pas toutes les religions, à toutes les spiritualités. Les Berbères sont ouverts à tout. Étaient ouverts à tout. Aujourd'hui, c'est différent. Et donc, ils ont introduit, les Phéniciens ont introduit Baal, ont introduit Tanit, et les Berbères ont trouvé là des similitudes avec leur propre divinité, en se disant, bah, après tout, pourquoi pas. Très bien. Écoute, je te propose de donner la parole à nos amis dans la salle pour des questions et tu vas rebondir voilà, sur cette épopée de Massinissa. Donc, mes amis, la parole est à vous pour des questions, pour des remarques. C'est pas la peine. Denis Chetty, bienvenue au café littéraire de l'Impondérable, un café littéraire maintenant quasi légendaire de notre ami Youssef Zirem. Oui, l'histoire antique des Berbères m'interpelle beaucoup. J'ai eu la joie de vous consacrer un excellent entretien publié dans Diaspora DZ, pour ceux qui veulent le lire. Vraiment un excellent entretien et je vous en remercie beaucoup. Oui, donc l'histoire antique des Berbères m'interpelle beaucoup parce que, juste pour l'anecdote, en 1996-1997, j'ai présenté une rubrique sur l'histoire antique des Berbères à Beurre FM, dans une émission culturelle berbère présentée à l'époque par le poète Mouacherbi. Donc pendant 2 ans, j'ai présenté une petite rubrique sur l'histoire antique des Berbères. J'ai commencé à l'arrivée des Phéniciens au IXe siècle avant Jésus-Christ. Alors, vous avez consacré plusieurs ouvrages à Massinissa. J'aimerais savoir ce qui vous a le plus marqué chez Massinissa. Merci pour la question et je réitère mes remerciements pour l'interview. Merci. Puisque apparemment j'avais oublié de le faire sur Facebook. Mais il n'y a qu'une pas. Petite rectificative, les Phéniciens sont arrivés bien avant le IXe siècle. Vous faites référence aux Carthaginois. Carthaginois, c'est un deuxième arrivage des Sémites qui sont venus. Les Phéniciens étaient là depuis le XIIe, le XIIIe siècle avant Jésus-Christ. Les Phéniciens, leur objectif, c'était d'aller au royaume de Tartéros, donc en Ibérie, aller chercher du minerai. Alors, ils partaient à vide et ils rentraient chez eux plein. Et quelqu'un intelligent, il a dit, puisqu'on a on fait on appelle ça des échelles, donc c'est des journées de navigation. La nuit, on s'arrêtait, non pas parce qu'ils avaient peur que Neptune puisse les avaler, mais il fallait bien que les rameurs puissent se reposer. Et ils se sont rendus compte que chaque escale, il y avait des autochtones qui avaient des choses à échanger. Et voilà comment a commencé l'époque des Phéniciens. Les Carthaginois, c'est une volonté politique d'échapper à un despote qui était le frère de Pygmalion, qui était le frère d'Élissa de Tyr, qui sont venus donc réfugiés et qui ont demandé une terre, au départ, une terre d'asile, que le roi Yarbas leur a accordé. Mais c'était des locataires au départ. Alors, maintenant, imaginez une ville comme Carthage, avec 300 ou 400 aristocrates qui sont venus sur 3 bateaux, construire une ville énorme comme Carthage sans le substrat berbère, c'est impossible. Moi, je n'y crois pas. Donc, les Berbères ont été intégrés très tôt à Carthage et qui ont fini même par créer un parti politique qui a existé, donc on en a des traces, qui a existé à l'époque d'Hannibal et même à une époque tardive. Alors, qu'est-ce qui m'a marqué maintenant, la deuxième question sur Massinissa? Oui.
Alors, on finit par s'approprier, quand on travaille sur un personnage, on s'approprie ses qualités. Il n'y a pas de défaut. Parce que j'en ai pas trouvé. Moi-même, j'ai pas de défaut, n'est-ce pas? Très bien. Que des qualités. Sinon, j'aurais pas écrit d'une manière presque, je dirais, abusive, d'après mon éditeur. J'ai trop fait sur Massinissa. Mais au début, c'était 2 tomes. Après, j'ai développé un 3e tome. D'autres diront pas assez, parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, il faudrait encore écrire sur Massinissa. Alors, j'ai fait quelque chose d'exhaustif. Au 1er tome, il naît. Alors, je revois toute l'histoire de Salammbô de Gustave Flaubert, qui lui a été donc, dans un imaginatif oriental qui n'a rien à voir avec les Berbères. Je revois aussi un autre livre de Brisance qu'a écrit Massinissa, le roi berbère Massinissa, qui s'est inspiré des Indiens d'Amérique du Nord. Rien à voir avec les Indiens. Donc, voilà qu'est-ce qui m'a motivé pour authentifier ce personnage, mais d'une manière interne. J'ai bénéficié aussi, même si, bon, je répète à chacune de mes rencontres, je travaille sur 2 principes. 1, décoloniser notre histoire. C'est pour ça que je me décale des fois largement des auteurs anciens, même tardifs, parce que finalement, il fallait peut-être qu'une âme berbère soit infiltrée par une âme, un esprit, ou un gène, ça comme vous voulez, pour pouvoir écrire de l'intérieur, en m'inspirant des quelques documents que j'ai pu oraux notamment, donc il y a une tradition orale dans ma tribu, jusqu'à aujourd'hui, enfin jusqu'à tardivement, alors avec l'arrivée des islamistes, tout ça a été balayé. L'ancêtre, il a été déterré, les bouquins Raho, les emblèmes Raho, tout a été détruit. Il y a peut-être 2-3 personnes qui gardent en mémoire les fameuses zardas qu'on faisait chaque année, au chevet de notre ancêtre, qui s'appelle Boubarnos, donc l'investi. Et l'investi, Boubarnos, donc celui qui porte Boubarnos, c'était notre roi de la tribu des Michewa des Filles. Alors cette tribu-là, elle gouvernait, elle était du Cap Bogaroun jusqu'à aujourd'hui, on en trouve des traces, jusqu'au Cap de Arasmidé. Ce sont les Michewa qui tenaient finalement les caps, qui surveillaient les caps pour le royaume de Massinissa. Donc Massinissa est un personnage très important, dans la mesure où il a influencé énormément toute l'Afrique du Nord, y compris par des alliances, parce qu'après, quand il va gagner sur Sifax, il va épouser une de ses filles. C'est de la fiction, mais c'est de la fiction presque véridique. Je retrouve des traces par-ci, par-là. Donc, premièrement, mon objectif, c'est de décoloniser notre histoire, que ce ne soit pas des étrangers qui écrivent sur nous. Deuxièmement, démystifier, parce que aussi on a tendance à exagérer le fait. Parce que, comme je disais tout à l'heure, on est les meilleurs, oui, on est les meilleurs, mais avec des fois modération. Alors, une autre question. C'est vrai que le lecteur peut être un peu perdu en lisant vos ouvrages, en parcourant vos ouvrages. Alors, je voudrais savoir quelle est la part de la fiction et la part historique. Parfois, on peut s'y perdre un peu. On ne peut pas se perdre dans la mesure où c'est des chroniques romancées. C'est-à-dire quand vous prenez quand vous avez un premier roman, par exemple, il y a une chronologie qui commence. La première commence à moins 540 et elle finit à la mort d'Aïdémas. Donc on ne peut pas se perdre. Je travaille sur une chronologie véridique. Je travaille sur des faits réels, sur des personnages réels. La part de la fiction, c'est le fait de combler. J'ai tendance à dire que notre histoire est comme un gruyère. Et voilà, moi les trous du gruyère, je les remplis. Donc on ne peut pas se perdre normalement.
C'est pour aller dans le sens de ce que tu viens de dire. Je voudrais faire une petite remarque. C'est que il y a une étude récente, je crois américaine, sur l'ADN des Carthaginois. Et c'est un ADN en fait amazigh principalement. Donc c'est pour dire effectivement les populations elles sont plutôt on va dire du cru quoi. Ce sont des puniques. Les Carthaginois étaient peu nombreux, c'était des aristocrates. Et dans la gestion de Carthage, c'était une gestion bicéphale. Donc il y avait un parti plutôt militaire, c'est le grand-père par exemple d'Hannibal, Hamilcar, son père, Hannibal lui-même, ce sont des aristocrates, mais qui ont compris que leur intérêt de survie à Carthage, c'était d'intégrer le berbère, parce que le berbère est un rebelle inné. Alors que le clan d'Anna, qui était l'autre côté, il y avait deux suffètes, hein, il y avait les suffètes, c'est une espèce de sénateur qui gouvernait, c'était une république, Carthage. Et l'autre côté, c'était de dire on ne se mélange pas à ces éleveurs de chèvres. Donc, voilà, un peu de condescendance. Et ces deux tendances vont coexister jusqu'à la fin, jusqu'à ce que Hannibal revienne de la campagne d'Italie et qu'il commence à combattre l'autre partie. Hannibal a des origines berbères. Massinissa, c'est son cousin. Donc, si on reprend l'œuvre de Gustave Flaubert, le prince berbère qui s'appelle chez lui, qui s'appelle Narbal, je crois, va épouser la fille du général carthaginois qui va permettre, grâce à Narbal, qui va permettre de combattre ceux qui n'ont pas été payés, qui sont revenus. C'est la révolte des mercenaires, voilà. Très bien. D'autres questions? Alors, je peux le faire sans micro. Oui. Alors, d'après vous, pourquoi l'histoire antique des Berbères est si peu étudiée et pourquoi il y a peu de travaux d'universitaires concernant justement l'histoire antique des Berbères et surtout Massinissa et les autres, Yuva et Sifax et d'autres. Alors, je vais répondre pour la partie algérienne, que je maîtrise, puisque moi-même j'ai été le sujet d'un écueil. Quand j'ai préparé mon doctorat, on m'avait refusé la thèse sur Massinissa en me disant finalement c'est pas intéressant. Vous l'avez soutenu, votre doctorat? Oui, il est vous l'avez sur Internet, sur massiles.free, je vous donnerai la référence après. Parce que j'avais trouvé en faisant une recherche sur vous, comme quoi vous aviez abandonné le doctorat pour vous lancer dans le commerce. Je l'ai fait tardivement. Ah, tardivement, d'accord. Je suis venu avec l'idée de faire mon doctorat, mais j'ai fait après. D'accord, très bien. La question, c'était de savoir pourquoi, parce que je vais vous donner la réponse j'ai été présenté devant une commission de post-graduation universitaire à Constantine, en 82, ou 81 plutôt. Et on m'avait dit, c'est-à-dire que si on comprend votre raisonnement, vous allez enseigner à nos étudiants que pendant 6 siècles, on a été chrétien. C'est presque impossible. Oui, ça a dérangé. Mais je dis, mais j'ai pas besoin de l'enseigner, c'est une réalité. Avec ou sans moi, ils vont le découvrir un jour. Autant anticiper, l'enseigner dans un cadre académique, de façon à l'intégrer dans un cursus de réflexion, d'analyse et d'études, éventuellement. Après, pourquoi? Parce que Constantine, qui est le fief de Massinissa et de Europa, c'est une ville qui a été arabisée très massivement. Et voilà, donc même si les vestiges sont là, beaucoup de gens oublient que voilà, il y a une antiquité qui est passée par là.
je ne pense pas être le seul à vouloir ça. Il y a une dame qui malheureusement ne l'a pas poursuivie, qui a été la directrice du musée de Cirta, de Constantine, qui s'appelle Madame Titouni. Un jour, je la vois dans le couloir, donc elle était mariée à un militaire, donc elle me jette tous ces documents sur Massinissa, et elle me dit tiens, je te laisse, j'ai un poste de directrice que je vais occuper. Bon. Après, qu'est-ce qu'elle en a fait à partir du musée? Je dirais pas grand-chose. Je l'ai vue 20 ans plus tard dans une émission de télévision en Algérie. Elle reprenait le même discours que les colonialistes qui nous ont enseigné notre histoire. Donc j'ai vu que pendant 20 ans, malheureusement, alors qu'est-ce qui fait qu'on peut pousser quelqu'un à vouloir faire de l'analyse, faire de la recherche? Ils ont déjà une volonté. Malheureusement en Algérie, beaucoup de nos chercheurs attendent les subsides de l'État, ce qui est un assistanat qui ne leur permet pas d'évoluer dans le sens où on veut découvrir. Moi, je suis passionné, donc je ne dis pas que l'argent ne m'intéresse pas, mais je suis passionné. C'est d'abord ma passion qui a fait que j'écrive là-dessus. Donc, pour simplifier, donc il y a 7 bouquins sur Massinissa. Il y a une trilogie sur Yurorta qui suit. Et c'est une suite, je l'appelle la saga des Berbères. Donc Yurorta, 3 bouquins. Donc si vous prenez Yurorta de Sahli, mais on a fait un héros national, donc il y a 354. Bon, c'est un peu d'utopie, quoi. Ça juste, j'ai démontré dans certains de mes écrits que c'est un affabulateur, c'est un menteur. Donc on ne peut pas se baser sur les écrits anciens pour pouvoir rééquilibrer notre histoire. Il faut faire confiance à mon intuition. Et j'ai travaillé sur Juba 1, Juba 2, et je viens cette semaine terminer sur Trfalinas. Bravo. Bravo. Et ça continue. Bravo. L'une de mes dernières questions, je vous parlais, je faisais allusion aux chercheurs. Pourquoi il y a si peu de chercheurs qui travaillent là-dessus? Je dirais que l'histoire antique est le parent pauvre, mais pas seulement. En Algérie, bien des domaines sont négligés au profit de la course au diplôme, au poste, et en faisant fi justement de cette passion qui devrait... Alors il y a 2-3 personnages quand même, il faut les préciser, qu'on voit sur Internet, qui participent, mais c'est vrai que c'est très peu. Surtout au niveau des publications. Absolument. L'État n'encourage pas. Je vais vous dire, quand j'ai publié le premier bouquin sur Massinissa, donc j'ai fait ma première dédicace à Alger, je suis parti au commissariat de la Mazérité. On m'a reçu par la petite porte. Pourtant, je l'offrais, là, c'était gratuit. On m'avait invité au colloque sur Massinissa. Alors, j'ai refusé de participer quand j'ai vu la liste des personnes. Je ne suis pas un académicien. Je suis un professeur de civilisation, passionné, surtout passionné, et je ne m'intègre pas dans une logique académique, une logique où on peut me classer dans un tiroir. Je fais à la fois d'anthropologie, de l'histoire, de la sociologie. Quand vous lisez mes bouquins, vous allez comprendre qu'il y a même une partie pas seulement de la mythologie, mais de toute la partie pas religieuse, mais la partie mystique. Parce que les Berbères avaient une mystique qui était basée sur la femme. C'était la femme qui entretenait la flamme, entre guillemets, religieuse, ou spirituelle plutôt. Je réponds à toutes ces questions. J'explique pourquoi. Parce que dans les autres civilisations, quand les hommes avaient pris le pouvoir religieux, c'était des despotes. Pour acculer la femme, par exemple, à un rôle secondaire. Que les Berbères étaient plus intelligents que ça, grâce à 2 choses. La première, c'est de ne pas avoir sacralisé l'écriture. C'est pour ça d'ailleurs que l'histoire ne parle pas beaucoup de nous, et qu'il n'y a pas beaucoup de traces. Et la deuxième, c'est que notre religion, ou notre panthéon, n'était pas un panthéon religieux classique comme l'étaient les Sémites. Il fallait s'agenouiller,
il fallait demander pardon à Dieu. Non, le berbère, quand il priait Dieu, il le faisait la tête haute, debout, les armes à la main, en levant la tête vers le ciel, parce qu'il n'avait rien à se reprocher. Voilà les deux choses qui font que nous sommes un peuple de Siwa. Jusqu'aux îles Canaries, nous sommes un peuple unique, ou particulier, si vous voulez, pour ne pas faire un peu de... C'est ça. Alors, par rapport, quand on voit une Afrique du Nord qui a tendance à se refermer sur elle-même en quête de liberté, qu'est-ce que la connaissance de l'histoire antique des Berbères et surtout la figure de Massinissa peut nous apporter pour un avenir meilleur? J'hésite à répondre d'une manière exhaustive, pour la simple raison que la notion d'Afrique du Nord, moi je préfère parler d'ethnie berbère, qui va donc, je répète, Siwa jusqu'à... Alors, pourquoi tous les colonisateurs, les dominateurs, ont essayé d'empêcher une réunification de cette ethnie? Donc ça, c'est une très bonne question à laquelle il faudra apporter une réponse. Et les colonisateurs de toutes les périodes ont fait que les Berbères puissent être séparés, divisés par des clans, par des ethnies, par même des royaumes à l'époque de Massinissa. Qu'est-ce qui est particulier à ça? C'est que moi, je ne suis pas un militant berbériste. Quand j'écris sur ma vocation, c'est de faire découvrir ce peuple berbère qui a été négligé, qui a été piétiné, qui a été oublié parfois dans son histoire. La preuve, quand vous lisez par exemple Sallust, quand il écrit sur la guerre de Yugurta, le berbère est juste de passage. C'est-à-dire qu'on fait en sorte que ce n'est presque... Il est là par hasard, sur sa terre natale pourtant. Et ça, c'est une injustice. Enfin, c'est pour ça que j'ai commencé à réagir. Il y avait une autre partie de la question. Oui, qu'est-ce que cette connaissance et surtout la figure de Massinissa peut nous apporter à notre époque pour un avenir meilleur concernant toute cette rive de la Méditerranée? J'ai pas la boule de cristal, malheureusement. Oui. Moi, je vis beaucoup plus dans le passé que dans le présent. Alors, me ramener au présent, ça veut dire qu'il faut m'impliquer dans une logique ou dans une réflexion géopolitique. Sur le plan géopolitique, les choses n'ont pas tellement changé. On avait Carthage, Rome, les Berbères au milieu, qui ont été utilisés par les uns et par les autres. Aujourd'hui, la tendance est de dire que ce que nous a laissé Massinissa comme héritage, c'est un héritage commun qui malheureusement a été imprégné uniquement dans les villes et surtout dans les villes de l'Est algérien actuellement et de la Tunisie. Là où la civilisation, entre guillemets, parce qu'après on peut discuter sur le mot civilisation et son importance, il est dommage de laisser, je pense à quelqu'un que j'ai failli rencontrer lors d'un dernier salon, de laisser l'opportunité à des personnes, soi-disant des sachants, de parler à notre place. De parler de Massinissa à notre place. Je pense que mon travail a été fait dans ce sens-là, à la fois de vulgariser et aussi de vulgariser et de sensibiliser les jeunes. Alors, il y a aussi une question que vous n'évoquez pas, c'est la question kabyle, pour laquelle je suis très mitigé. S'il y a une question, je peux répondre. Mais voilà, c'est une période où, par exemple, la Kabylie n'existait pas. Alors vous allez me dire, mais elle était où la Kabylie? Alors, les Turcs ont énormément travaillé sur le fait de s'approprier les richesses qui étaient dans les forêts berbères pour essayer aussi de diviser entre les Qada'il Hadara
Qabaïl Niras. Donc ça, c'est le travail qui a été fait d'une manière merveilleuse par les Turcs. Qu'à cette époque-là de Massinissa, ça n'existait pas. Il y avait plutôt une différence entre Ça le ne veut pas rival. dire que la Kabylie n'existait pas quand même, Denis. À cette époque-là, non, on ne parlait pas de Kabylie. Et il y avait les, Oui, il y avait les oui, tribus. on ne parlait pas d'Algérie, on ne parlait pas de France, bien sûr. Tout à fait. Oui, mais la région, les populations ont toujours existé, ont toujours utilisé leur langue et leurs traditions sont très semblables à celles d'aujourd'hui même. Sans être qualifiés de Kabyles. Les premiers qui ont qualifié ces populations de Kabyles, c'est les Arabes. Oui, c'est le terme de Et Kabyle. d'ailleurs, le Kabyle n'existe pas. On ne peut pas se dire je suis tribu. Qabaïl, on est d'accord. Qabaïl, les Arabes sont venus. D'ailleurs, les Arabes ont tellement eu honte que tous les Kabyles, que toutes les tribus soient devenues massivement musulmanes pour ne pas se qualifier de tribus. Les Arabes se qualifiaient de Oroch. Les Arabes ont semé énormément de... Mais bon, j'y reviendrai après si vous voulez. Alors, On s'éloigne de question. l'incidence. Non. Tu viens de dire la question Kabyle, je suis mitigé. Pourquoi tu es mitigé? Non, je ne suis pas mitigé. Le Kabyle, pour moi, n'existe pas à cette période. Ah, d'accord. Non, je ne vais pas rentrer ça, dans- tu as raison, bien sûr. Il n'y a pas de souci, bien sûr. Ça, pour l'histoire, bien sûr, ce terme n'existait pas. C'est une évidence, bien sûr. Il est tout à fait récent, bien sûr. On prend une ou deux questions avant la dédicace. Le Kabyle est berbère avant tout. Absolument, le Kabyle est berbère, tout à fait. Il est même amazir, hein, Il est amazir, tout à fait. dans la vérité. Il n'y a pas de question, je pense. Alors, oui, Mustafa. Petite qui n'a pas vraiment grande importance, mais on va essayer. Eh ben, bonsoir à tous et toutes. Donc, je voudrais poser deux questions. La première, c'est sur les nommages, les noms. Est-ce que dans vos travaux de recherche, vous n'auriez pas rencontré les vrais noms avec les consonances berbères des différents acteurs évoqués tout au long de vos travaux? Par exemple, on va dire Massinissa et Jugurtha, nous avons un équivalent. On dit Yugurtha, Massinissa, on en a plusieurs. Mais quant aux autres, par exemple, quand on dit les enfants de Missipsa, je crois, il y a Azerbel, ça ne pose aucun problème, je le trouve à consonance berbère. Oui, ok. Il est quand même pas loin. Mais par contre, quand on dit Yompsal, H-I-E-M-P-S-A-L, qu'est-ce qu'on peut, pour nous, en berbère, est-ce qu'il a un équivalent dans les noms qu'on utilise en berbère, à consonance berbère? Par exemple, Jugurtha me dit Jugurtha, on est d'accord? Oui, d'ailleurs, les romans s'appellent Jugurtha, ça ne s'appelle pas les Jugurtha. Voilà. J'ai essayé d'être aussi authentique que possible en utilisant des prénoms berbères d'origine, basés sur deux dictionnaires, donc un dictionnaire franco-berbère. Malheureusement, je ne parle pas beaucoup le berbère, à part quelques gros mots que j'ai appris à l'armée d'ailleurs, qui coûte plus Jazair. Ah oui, Darloum, etc. Bon, après, il y a quelques... Mais malheureusement, j'utilise des sources pour m'aider à authentifier, et notamment une grande polémique sur la ville de Constantine qui s'appelle Sirta, qu'aujourd'hui on appelle Sirta, qui ne s'appelait pas Sirta, qui s'appelait Kertan. Pourquoi Kertan? Beaucoup de amoureux de Constantine me l'ont reproché. Mais c'est pas grave, moi ça ne me gêne pas. À mon âge, j'ai plus d'amour propre déjà, j'ai plus la grosse tête, et j'essaye d'être le plus authentique possible. Pour moi, Kertan, c'est les gorges, comme Kharata. C'est Khertan normalement, mais Khertan c'est imprononçable en romain. Quand les Romains ont colonisé la région, le Kha est devenu Khertan, Sirta. Voilà. Sirta, ça sonne plus joli. On va chercher plutôt à faire plaisir à des oreilles chastes, plutôt qu'à reprendre des phonèmes berbères qui sont culturaux, très difficiles à prononcer. Parce que Khertan, ça fait... c'est pas joli à prononcer. Mais
Voilà, j'ai essayé d'être le plus authentique possible, et vous allez découvrir dans mes romans, notamment le nom des personnages. Yuva, normalement, c'est Yuva, c'est pas Juba. Donc pour moi, c'est Yuva. Yuva 1, Yuva 2. Et aussi, en dernier, dans ce contexte-là des nommages, est-ce que par hasard, c'est en dehors du contexte de Massinissa, vous n'auriez pas rencontré comment les Berbères nommaient Jules César à l'époque, parce qu'ils ont eu à l'affronter à une certaine époque. Je crois. Juba premier. Voilà. Donc, est-ce qu'ils ont attribué un nom berbère à Jules César? Pour être sincère, ça, j'en ai besoin de travaux. Et je vous remercie. Très bonne question. Laissez-moi votre mail, je vous répondrai plus tard. Très bonne question. Merci de me piéger, c'est très gentil. Oh, Jules César c'était très simple, c'était bon. Après. Bonsoir tout le monde, les éclairés. Moi, juste, j'ai deux petites questions. La première, c'est j'ai écouté qu'il y avait déjà la présence punique depuis au moins 2 siècles avant notre ère. J'aimerais bien voir quelles sont les sources qui indiquent que cette présence punique avant moins 814. Deuxième question. J'ai entendu que le Kabyle n'existait pas comme il vient de le dire notre ami Youssef, ça c'est une évidence. Par contre, les Kabyles d'aujourd'hui, c'est-à-dire l'ancêtre du peuple kabyle aujourd'hui, existent. Il y a 2 d'ailleurs confédérations qui portent encore le même nom. C'est les Iflissen. Voilà. Si j'ai bien compris, si les Kabyles n'existaient pas avant, ils ne doivent pas exister aussi aujourd'hui. Voilà. La France n'a jamais existé, l'Espagne actuelle n'a jamais existé, et d'autres aussi États n'ont jamais. C'est un peuple parmi les autres. S'ils souhaitent exister aujourd'hui au nom des Kabyles, ils doivent exister. S'ils ne souhaitent pas aussi, c'est leur affaire. Merci. Je vous en prie. Je vais répondre à la deuxième question très rapidement, sinon je vais oublier. Quand je disais les Kabyles n'existent pas à cette période-là, ça ne veut pas dire que le peuple qui habitait la région n'existait pas. Évidemment, c'était des Maasai Illes. Ils étaient sous le royaume de Sifax. D'ailleurs, dans le 3e ou le 4e, dans le siège de Kirtan, donc je raconte d'une manière très précise comment les tribus ont été recrutées par Sifax pour aller combattre les Massiles. Donc ce sont les... Alors, comment il y avait un seul peuple au départ, en Afrique du Nord. C'était les enfants d'Aïlimas. Donc vous allez le retrouver dans le dernier. Et dans le premier. Évidemment, les peuples étaient là. Mais quelles étaient leurs dénominations? J'évite d'utiliser des dominations de colonisateurs pour pouvoir les attitrer. Ce sont les Arabes qui ont appelé les Kabyles. Qabaïl Miras, Qabaïl Hadara. D'ailleurs, Qabaïl Hadara, c'est les Kabyles civilisés, c'est pas la base Kabylie. Quand la France elle est venue, la sonorité c'était dire c'est la base Kabylie. C'est faux. Pourquoi? Parce que c'était des tribus qui vivaient le long de la côte, qui étaient déjà au contact, je reprends la première question, avec les Phéniciens déjà très tôt. Quelles sont les traces? Les traces, ce sont les ports antiques phéniciens qui existent à travers l'Algérie. Nous, on en connaît un à Kolo, on est tous les deux de Kolo. Sinon, tout le long de la côte, vous avez des vestiges qui prouvent que les Phéniciens étaient déjà en contact avec les autochtones, au moins, quand je dis le XIIe siècle, c'est peut-être même avant. Alors, pourquoi avant? Parce qu'il y avait une guerre entre
Et vous allez comprendre géographiquement pourquoi. Les Phéniciens, après, se sont appropriés le sud de la Méditerranée, et les Grecs, qui ont fondé Massilia, se sont appropriés le nord. Et il y a eu d'ailleurs une guerre entre les Carthaginois et la ville, par exemple, là où commence mon premier roman, en Sardaigne. La Sardaigne était une île partagée entre les Phéniciens et les Romains, ou les Carthaginois et les Romains. Donc, à Constantine, il y a eu une pénétration des Phéniciens avant les Carthaginois. Donc, du port de Colo et du port de Stora, puisque la ville de Philippine n'existait pas quand les Français sont venus. La ville, c'était Stora et c'était Rusicada, la ville de Stigla. C'est par ces deux ports-là, qui étaient les plus proches de Constantine, c'était déjà un bastion. Je ne sais pas si vous connaissez la ville. Elle est élevée sur un promontoire presque imprenable, qui a permis déjà à des Numides, déjà du temps de l'Australopithèque, du temps des mangeurs d'escargots. Donc c'est peut-être la ville la plus ancienne au monde. Pourquoi? Parce que tout simplement, toutes les strates civilisationnelles se sont construites sur le même rocher. Et si on creuse un peu, on va trouver donc jusqu'où elle a commencé. Les Phéniciens se sont installés très tôt. Alors là, par contre, c'est vers le 9e siècle avant Jésus-Christ. Donc on en a la trace. Pas au sein du rocher, parce que le rocher était exclusivement numide, berbère. On leur a donné l'autorisation de s'installer en face, si vous connaissez Constantine, c'est à côté de l'hôtel transatlantique, là où il y a le nouveau pont actuellement. Et on a trouvé des touffettes, on a trouvé des vestiges. Et le nom du quartier qui s'appelait Salim Batim. Salim Batim, ça veut dire le quartier du maître, ou le bourg du maître, si vous voulez. Et ça remonte au 9e siècle. Donc, bien avant. Alors, les Carthaginois, on le sait, sont venus à peu près selon la légende, hein, toujours. La légende de Sidon, la légende d'Élissard de Tyr, etc., sont venus plutôt vers le 8e siècle. Qui ont été accueillis par notre roi Yerbas, qu'on a fait passer d'ailleurs pour un sauvage, parce qu'il était habillé d'une peau de bête, etc. Je m'étonne beaucoup parce qu'il habitait quand même un château, ce monsieur. Alors, est-ce qu'on a oublié quelque chose, Denis? Plein de choses. Oui, mais quelque chose qu'on pourrait dire en 30 secondes pour te faire... Non, sur ce que tu veux. Oui, Massy. Moi, je continue mon travail Je découvre... Alors, quand j'écris, je suis... Bon, ma compagne qui me connaît, je m'oublie évidemment. J'enseigne toujours, j'ai deux demi-journées de cours pour rester en contact avec mes étudiants. Ce sont des doctorants la plupart du temps. Donc, quand j'écris, j'ai toujours la démarche recherche, sources bibliographiques, analyse et préparation des fiches de synthèse. Donc mes chapitres sont construits comme des fiches de synthèse et après je fais comme une bande dessinée, je mets des bulles sur mes personnages. C'est pour ça que, pour répondre à ta question tout à l'heure, la part de fiction, elle varie en fonction des données historiques existantes ou pas. Quand les données sont là, je les manipule entre guillemets d'une manière intelligente. Quand les données ne sont pas là, je fais de la fiction pure. En tout cas, bravo. Ah oui, elle est intuitive, bien sûr. Bien sûr, bravo pour tout ce que tu as écrit. Bonne continuation. Hein, et je te laisse dédicacer tes livres. Merci à tout le monde.